Ce programme vous est présenté par France Invest. 40 ans d'engagement avec les entrepreneurs pour une économie durable. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici à Lyon. Nous sommes au Palais de la Bourse, le siège de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne pour la première étape de la tournée Smart Industrie. À l'heure où tout le monde parle de réindustrialisation, d'industrie verte, d'industrie 4.0 ou encore de start-up industrielle, eh bien Bismart a voulu aller à la rencontre des nouveaux visages de l'industrie et essayer de mieux comprendre les enjeux auxquels ils font face. Tout de suite, on va essayer de comprendre comment l'innovation peut être un levier de croissance. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Bertrand Rambaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de France Invest, association qui rassemble les acteurs du capital investissement. À vos côtés, Lucas Chevalier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'Eovolt, fabricant français de vélos à assistance électrique pliable ou compacte. Et Charlie Germain. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président et fondateur de Deltalis, une PME spécialisée dans la filtration de biogaz. Alors, avant qu'on parle d'innovation et de croissance, je voudrais peut-être qu'on revienne d'abord, Bertrand, si vous le voulez bien, sur l'écosystème de la région Aura, qui est un écosystème très dynamique. C'est la région française, je crois, la plus dynamique d'ailleurs en termes de capital investissement après l'Île-de-France. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner quelques chiffres pour commencer ? Oui, alors je ne vais pas vous inonder de chiffres, mais effectivement, on a la chance d'être dans une région extrêmement dynamique. C'est on le sait, la deuxième région économique française, c'est la quatrième européenne. Et ce qui est intéressant, si on se resserre sur l'activité du capital investissement, qui est ce que représente France Invest au niveau national, quand on regarde les chiffres, ce qui s'est passé dans cette région en 2023 est assez incroyable, parce que c'est la tendance inverse de ce qui s'est passé dans le monde, en Europe et en France. Ah bon ? Donc tous les chiffres sont en retrait, sauf ici et de façon significative, puisque les montants investis dans cette région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est à peu près 2,5 milliards d'euros l'année dernière, et c'est plus 25% par rapport à l'année précédente. Alors qu'on est plutôt en France sur une tendance à moins 10, moins 15. Donc c'est assez contre-intuitif. Et on reviendra sans doute sur le pourquoi du comment, mais ce que je peux juste souligner, c'est la forte présence de l'industrie au sein de ce territoire. On le sait tous, on en a des exemples devant nous, et on retrouve dans les chiffres une présence très forte dans l'accompagnement du financement industriel. Et ces chiffres 2023 qui sont à contre-courant de la tendance globale, c'est révélateur d'une tendance de fond dans la région ou c'est pas toujours comme ça ? Non, quand on regarde en tendance, la question est bonne, parce qu'effectivement, on peut avoir une année meilleure qu'une autre. Ouais. Mais quand on regarde en tendance cette région, il y a une croissance très régulière des volumes investis, du nombre d'entreprises accompagnées. Après, j'arrêterai les chiffres, mais l'année dernière, c'est 243, je crois, entreprises qui ont été financées par notre profession ici, sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est vraiment une tendance de fond, avec l'année dernière un peu plus de grosses opérations que les années antérieures. Alors ça dépend là, des opérations qui se réalisent, parce qu'il n'y en a pas tous les jours. Mais non, je crois que c'est assez révélateur de la force économique de ce territoire dans son ensemble. Je voudrais qu'on en vienne au sujet qui nous occupe, donc l'innovation comme levier de croissance. Charlie Germain, fondateur de Deltalis, est-ce que vous voyez l'innovation de croissance comme une clé de relance industrielle ? Alors, oui, dans le sens où, sans faire trop de généralité, je pense qu'on a beaucoup parlé ces derniers temps, et c'est bien que le terme de réindustrialisation soit revenu dans les débats. Oui, parce qu'en termes d'emplois générés indirects, chaque emploi industriel génère beaucoup plus d'emplois qu'un emploi de service. Ouais. Et donc à ce titre-là, ne serait-ce que par le nombre d'emplois indirects, de sous-traitants, etc., que représente l'industrie, rien que pour ça, c'est intéressant. Et après, voilà, je ne vais pas faire non plus de généralité sur l'histoire industrielle française et le déclin progressif de l'industrie, mais effectivement, pour réindustrialiser, et effectivement, en tout cas, moi, je suis assez convaincu qu'il faut quand même innover, parce que sinon, d'autres le font bien et le font mieux en plus grande quantité que nous. Donc effectivement, il me semble que l'innovation, c'est quand même une des clés pour réindustrialiser. Lucas, votre avis là-dessus ?
Bah, le même, hein, sur l'innovation, je pense que ce soit dans l'industrie ou dans le service, toutes les sociétés, elles se doivent d'innover. L'innovation, c'est la clé pour être compétitif. C'est comme ça que on va être capable de faire de l'export. C'est comme ça qu'on va aller se vendre donc à l'étranger. C'est comme ça qu'on va aller en tant que, je parle pour la part de notre société en tant que jeune et petite société, aller intéresser des sociétés qui sont là depuis plus longtemps. Donc moi, je pense que l'innovation, elle doit être au cœur de la réindustrialisation, mais même au cœur en fait de toutes les sociétés, même celles de service. Alors, je pense qu'on va se flageller 5 minutes, mais je pense que nous, médias, on a une part de responsabilité dans le fait qu'on a sans doute pendant longtemps montré que c'était finalement plutôt les startups qui innovaient que les entreprises industrielles. Pour revenir à ce sujet industriel, Bertrand, que représente l'industrie en termes d'investissement, du capital investissement dans la région? Alors, en France, c'est 25%, Ouais. et dans la région, c'est plus de 30%. Donc, il y a une dominante industrielle. Et puis, on voit aussi que le capital investissement dans cette région est plus important que notre part du PIB, donc, par rapport au PIB national. Donc, ça veut dire qu'il y a un attrait très fort. Alors après, pour revenir à ce que vous dites, je pense que l'innovation, on peut l'avoir un peu de deux façons. Et je pense qu'il ne faut pas opposer les deux mondes. Il y a le monde des startups, qui pour le coup est insuffisant en région. Je pense que c'est une faiblesse, par exemple, si on prend ici, puisqu'on parle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour le coup, on est un peu moins bon que la moyenne nationale. Il y a Grenoble quand même qui s'en sort. Bien sûr, il y a des super centres d'innovation. Je crois que c'est 300 millions d'euros l'année dernière qui ont été investis dans des startups ici, donc c'est significatif. Mais ça reste quand même très souvent un écosystème et un environnement plus parisien, Île-de-France, que territorial. Des plus grosses opérations, plus visibles, et l'écosystème est plus là-bas. Donc il faut arriver, je pense que ça c'est notre mission à tous, et nous acteurs du capital investissement, à continuer à drainer des entrepreneurs ici, j'en ai deux devant moi, pour qu'il se passe des choses dans cette région. Puis ça a été dit, l'innovation c'est aussi bien sûr l'industrie, sur des métiers existants, des sommes de petites choses, c'est des services. Il nous envahit tous les matins, c'est mon métier aussi, du capital investissement. On ne le fait pas comme hier et demain on le fera encore très différemment. J'ai pas la réponse. Mais voilà, donc on est tous envahis de ça. Et je pense que c'est vraiment notre mission à tous. Donc l'innovation, elle n'est pas que tech, elle est pas que dans la grande industrie, elle est de partout. Il faut juste qu'on se le mette dans la tête et qu'on soit prêt à l'accepter, le financer et le faire. Justement, moi, je voudrais profiter de la présence de deux entrepreneurs pour m'intéresser à comment vous vivez l'innovation au cœur de vos entreprises. Si on prend, par exemple, Lucas, le cas d'Eovolt, comment vous avez eu l'idée de monter cette entreprise ici, dans cette région, de faire le choix du Made in France à un moment où ce n'était pas forcément évident et on sait que la filière vélo en France, c'est compliqué? En toute transparence, il n'y avait pas un grand plan qui était écrit dès le jour 1, ça s'est fait au fur et à mesure. Exactement. En fait, nous, quand on a commencé sur ce segment, on est vraiment parti du cas d'usage en fait, des vélos pliants, où avec mon associé, on est parti du principe, le postulat de base, il était quasi enfantin. En fait, on se disait, on est persuadé que les vélos, ça va transformer, le vélo électrique va transformer la manière dont on se déplace dans les villes en Europe. Cependant, il n'y avait pas de vélo, je parle d'il y a 5-6 ans en arrière, qui vraiment correspondait à l'usage qu'on en aurait eu nous, qui étions deux jeunes sortis d'études. Et donc on s'est dit, quel serait le vélo dont on rêve? Et rapidement, on s'est dit, nous on aimerait un vélo pliant, parce qu'en fait on aimerait pouvoir le ramener chez soi pour éviter le vol. Également parce qu'on habite dans des petits appartements avec un petit ascenseur, etc., ce qui est propre aux grandes villes européennes. Et donc on a commencé comme ça, c'est sur la verticale produit. Et après sur la verticale industrie. Donc pourquoi aujourd'hui on a décidé de faire 100% de l'intégralité de l'assemblage et de la production de nos vélos dans notre usine en propre, un petit peu à côté de Lyon là. Ça s'est fait avec le temps. En fait, je pense qu'en toute transparence, on manquait un petit peu de crédibilité sur le marché quand on est arrivé, de légitimité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gros acteurs. Nous, on était une petite boîte. On vend donc à des magasins de vélos. Les magasins de vélos, les tout premiers qu'on est allé voir et visiter, présenter nos produits, ils nous disaient le produit il est pertinent, il nous plaît. Cependant, qui me dit que vous existerez demain, notamment pour les problématiques de gestion du service après-vente, etc. Et donc, nous, on s'est dit peut-être que la meilleure réponse à ça, c'est de maîtriser au maximum la chaîne de valeur et d'être un petit peu une boîte avec tout sous le même toit,
Donc, que ce soit notre service après-vente, la logistique, la production, en se disant, bah, au moins, si c'est tout chez nous, dès qu'il y aura le moindre petit problème, parce qu'on en a tous, eh ben, on sera au plus proche et on va pouvoir aller corriger. Et ça a conquis, je pense, une partie de nos revendeurs aujourd'hui qui nous portent et qui portent la marque dans leur magasin. Donc voilà, ça s'est fait au fur et à mesure du temps. Parce que vos revendeurs, ils y voient peut-être aussi un enjeu de souveraineté, de se dire finalement, avoir un acteur local, on est sûr de savoir comment va se tenir la filière en cas de problème. Oui, bien sûr. Et puis, même c'est en termes de sens, vous savez, pour les équipes, nous, notre business model, hein, vous l'avez compris, nos clients sont des magasins de vélos multimarques, un petit peu partout en Europe. Hein. On fait plus de 80% de notre chiffre d'affaires à l'export, un peu moins de ça récemment. Mais donc une grosse partie de notre chiffre d'affaires à l'export. Et les gens qui revendent nos vélos dans les magasins, il faut qu'ils croient en fait en la marque, au produit. Et ça passe également par les relations commerciales, la capacité de pouvoir les inviter chez nous, leur faire visiter nos usines, leur faire comprendre, enfin notre usine, leur faire comprendre comment sont assemblés les vélos, qu'est-ce qui est fait par qui. Ça donne du sens à eux, mais également à leurs équipes. Notamment, je pense aux vendeurs dans les magasins, parce que c'est eux en fait qui vont porter derrière le message. Quand ils ont un client dans un magasin de vélo qui rentre et qui a besoin de conseils, le poids du conseil du vendeur, il va pas être le même si il l'a vécu en fait, comment ça a été fait, par qui, pourquoi ça a été pensé comme ça. Ça change tout en fait. Charlie Germain, Deltalis est donc une entreprise positionnée sur le segment du biogaz. Est-ce que déjà vous pouvez peut-être expliquer un peu ce que vous faites? C'est vrai que c'est généralement un tout petit peu moins grand public que le vélo. Certes. Donc le biogaz et plus généralement les gaz dits renouvelables, c'est tous les gaz qu'on arrive à produire avec des matières dites renouvelables. Donc, et par exemple pour le biogaz, des déchets ménagers, déchets agricoles, centres d'enfouissement, etc. Ces déchets-là, ils fermentent et quand ils fermentent, ils produisent du gaz qu'on appelle biogaz et qui derrière, après un certain nombre d'étapes de traitement, peut être réutilisé et réemployé à la place du gaz fossile, gaz naturel fossile. L'intérêt de cette filière, il est double, c'est de pouvoir, traiter du déchet, mais aussi produire de l'énergie locale, renouvelable et moins carbonée, parce que le biogaz est en moyenne 5 fois moins carboné que le gaz fossile. Donc c'est un triple levier, déchets, souveraineté énergétique et bilan carbone de nos énergies. Et en même temps, vous êtes en plein cœur de ce qu'on appelle l'industrie verte finalement. Voilà. Et donc sur ce biogaz, que fait Deltalis? Ce biogaz, quand il est produit à partir de déchets, avant de pouvoir l'injecter dans notre réseau de gaz naturel, il passe un certain nombre d'étapes de process. Il faut qu'il puisse être mis aux normes du réseau. Une de ces étapes, c'est de filtrer les polluants qui peuvent être présents dans ces gaz-là. Et nous, on est sur cette brique technologique particulière qui est clé, parce que sans cette brique-là, entre autres, il y en a d'autres derrière, mais le gaz ne peut pas être utilisé. Et ça nécessite une innovation particulière de savoir filtrer ces gaz. Voilà, et ça nécessite une innovation parce que nous, au départ, effectivement, il n'y avait pas non plus de grands plans du début. On était un bureau d'études et on vendait du service sur l'optimisation de la filtration. Et on s'est rendu compte, et je pense que l'innovation, pour moi, elle vient souvent d'un problème à résoudre ou d'une dynamique de société. Là, le problème de nos clients, c'était de dire je filtre mon gaz, mais avec du charbon. Ça marche bien, mais ça coûte très cher et le bilan environnemental n'est pas extraordinaire, pas très aligné avec la filière biogaz. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Nous, on est reparti de là et on est retourné voir une école d'ingénieurs, l'INSA, pour leur demander s'ils n'avaient pas des solutions innovantes à proposer pour derrière pouvoir substituer une partie de ce charbon par une solution plus verte. Et c'est ce qu'on a fait. Bertrand Rambaud, est-ce qu'on peut voir l'innovation comme un levier de relocalisation industrielle? Oui, bien sûr. Oui, je partage juste avec vous une petite anecdote, puisque moi, je fais ce métier depuis 30 ans, j'ose le dire. Il y a quelques années, mais moins de 30 ans, quand un investisseur regardait une entreprise, un élément fort de valorisation, c'était la capacité de sourcing à l'autre bout du monde. Ouais. On dit ça aujourd'hui, mais on se dit, c'est pas possible. C'est un élément de dévalorisation. Et à l'inverse, c'est tout ce que vous faites, c'est-à-dire si effectivement il y a une souveraineté de production ici, en Europe, en France, là, on gagne en valeur d'actif. Donc, c'est une sacrée évolution de mindset au-delà de l'anecdote. Puis rapide en plus. Et rapide, et qui montre qu'on est sur une évolution, je pense, de fond, durable et positive pour notre économie, notre indépendance, notre souveraineté. Et puis, oui, il faut évidemment gérer les aspects environnementaux qui sont essentiels. Donc oui, je crois que l'innovation va être un élément de retour de la souveraineté. Ce n'est pas les vieilles industries qui vont revenir.
c'est des industries différentes. Ce qui est fait chez Deltalis, je pense, enfin, je parle sous votre contrôle, mais un process ancien, mais que vous faites évoluer, hein, avec des nouvelles techniques, une nouvelle façon de le travailler. C'est ça qui est très intéressant. Et je crois que c'est vers ça qu'on doit aller, et ça qui va donner des opportunités d'évolution de modèles économiques incroyables. Donc je pense que nous, on vit actuellement une mutation extrêmement forte, qui peut parfois faire un peu peur, hein, très objectivement, mais à l'inverse, qui va créer des opportunités dans le long terme, je pense, dans le moyen terme, pour l'économie, pour nos ingénieurs, pour nos emplois, et qui me paraît extrêmement intéressante. Mais il faut vraiment allier les deux. Innovation, industrie, industrie, innovation, enfin tout va ensemble. Et les usages aussi, hein, parce que je pense qu'il n'y a pas que l'industrie. Vous l'avez dit tout à l'heure, la façon de travailler, les services, bon, l'IA, ça va de soi. Enfin, voilà. Moi, je dis souvent, alors je suis moins expert que les deux personnes en face de moi, mais je pense qu'on est sans doute en train de vivre une révolution industrielle, une mutation industrielle, comme on ne l'a pas vécu depuis très très longtemps, voire peut-être la plus importante de notre histoire. Alors, sans en être conscient, parce qu'on n'a jamais été conscient de ça, mais peut-être que dans 10 ou 20 ans, il sera dit que les années 2020 étaient des années de rupture extrêmement fortes. Et je crois vraiment, sincèrement. Comment vous cultivez l'innovation et cet esprit de rupture, Lucas? Bah déjà, premièrement, je pense que souvent, quand on parle d'innovation, bah, tout de suite, notamment dans notre industrie, on va penser à des brevets, comment on dessine des choses différemment, comment nos vélos ils sont. Le design. Évidemment que les brevets et notre bureau d'études est au cœur de l'innovation. Mais je pense que l'innovation, ça doit aller même au-delà de ça. En fait, nous, moi, je le répète souvent en interne, l'innovation, c'est pas que les brevets du bureau d'études et pour le vélo, c'est également comment demain on est innovant dans notre manière de communiquer, comment on est innovant demain dans notre manière de faire, mais également même en tant que dirigeant, comment on est innovant. De notre manière de manager nos équipes, d'impliquer les gens dans un projet. Donc je pense vraiment que l'innovation, c'est pas simplement, j'espère vraiment que demain on verra pas l'innovation que au sein des bureaux d'études avec des armées d'ingénieurs, on va dire, mais plutôt l'innovation comme une valeur un peu commune aux sociétés. Et l'innovation, c'est juste comment faire différemment, comment faire mieux. Enfin, du moins, c'est comme ça que je vois la chose. Charlie, même question finalement. Comment est-ce que vous cultivez l'innovation chez vous, chez Deltalis? Alors, je reprends un peu ce qui a été dit, mais effectivement, bien sûr, il y a de la recherche et développement. Nous, on a une techno qu'on a co-développée avec un laboratoire qui est passé par une SAT, qu'on a industrialisée. Donc, alors, une SAT, la Société d'accélération et de transfert technologique. D'accord. Okay. Mais donc, il y a un côté voilà, technologique, etc. Mais je pense que quand on a démarré, la moitié de nos ventes se faisait aussi grâce au business model qu'on a développé, donc innovation autour de la vente. Et puis, je crois surtout que c'est après, ce qu'on essaye de conserver, c'est aussi un état d'esprit de, à chaque fois qu'on rencontre un problème, on essaye de penser à côté, de se décaler, de réagir quand on a des concurrents en face de nous, etc. Et c'est effectivement à tous les niveaux, ça va même jusqu'au réglementaire. Dans des métiers réglementés comme les nôtres, voilà, il faut savoir innover aussi d'un point de vue réglementaire pour faire sortir des nouveaux produits, imaginer des approches industrielles différentes. Bertrand Rambaud, quand j'entends ce mot de business, d'aller chercher de nouveaux business models, ça c'est quelque chose aussi qui doit, j'imagine, vous occuper considérablement chez France Invest, de voir quels sont les nouveaux business models qui peuvent émerger demain et dans lesquels vous pouvez investir aujourd'hui? Oui, bien sûr. Je veux dire, aujourd'hui, on investit dans des entreprises dont certains modèles économiques, vous êtes la preuve tous les deux, n'existaient pas il y a 5 ans. Enfin, je dis il y a 5 ans, ou 6 ans, ou 7 ans, je ne sais pas. Donc, ce qui d'ailleurs rend, je pense, assez confiant et positif sur l'évolution de notre économie, l'adaptabilité que grâce à eux, nous avons, cette vélocité, cette agilité. Après, ça c'est très bien et c'est de l'optimisme. Après, il faut quand même être conscient aussi qu'on a quelques faiblesses. Moi, j'aurais quand même les souligner. En France, moi, je verrais quand même 2 points d'attention. C'est les sujets énergétiques. Alors, voilà, le fossé qui a pu se creuser dans les coûts énergétiques entre l'Europe et le reste du monde, et notamment l'Amérique du Nord. On veut réindustrialiser, pardon, c'est super, mais attention quand même, parce que ça ne sera pas possible pour tout le monde pour ces raisons-là. Donc, c'est quand même un vrai point d'attention. Puis le deuxième point, c'est quand même l'environnement réglementaire. On parle beaucoup de simplification aujourd'hui
Au niveau français, ben, tant mieux, welcome, c'est super, mais on n'est quand même pas complètement au bout du chemin. Et l'Europe apporte plein de choses, elle est nécessaire, c'est un immense marché. Après, il ne faut pas que ça soit une pile de réglementation. Voilà. Et ça, c'est quand même des points d'attention si on veut lâcher un peu toute l'énergie qu'il y a chez des jeunes entrepreneurs. Voilà. Et ça, je pense que c'est vraiment des points sur lesquels on doit collectivement travailler si on veut être plus fort demain dans l'industrie, parce que les idées, on les a, les gens, on les a, les savoir-faire, ils sont exceptionnels dans ce pays. Après, il y a un environnement qui peut être un peu contraint, et ça, il faut qu'ils s'adaptent à eux, et pas à eux de s'adapter à l'environnement. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de foncier? J'avais rencontré un patron d'ETI industriel qui faisait du parfum, qui était dans la région bordelaise et qui m'a dit: j'ai cherché pendant 2 ans une friche industrielle sur laquelle m'adapter. Et finalement, il s'est retrouvé, je crois, dans le centre de la France. Donc, il a dû muter tout son outil industriel. Les entrepreneurs que vous accompagnez, ils sont confrontés à ce genre de Oui, problématiques? alors, vous avez construit des usines, donc vous pourrez en parler. Bien sûr qu'ils sont confrontés à ça, mais je trouve qu'on retouche, enfin, on recoupe ce que je disais sur les réglementations, les autorisations, les délais. Enfin, aller fabriquer une usine ici par rapport à d'autres pays du monde, je veux dire, il y a des écarts qui sont incroyables. Donc, un industriel qui gère le temps, il peut être tenté d'aller ailleurs que ici. Voilà. Après, je pense que, enfin, je sais pas, dans la région Aura, je pense qu'on trouve quand on veut, non? Vous avez trouvé facilement alors? Nous, c'est une histoire un peu particulière. C'était moitié contraint pour des raisons de moyens et moitié parce que ça collait avec notre projet qui tourne autour de l'économie circulaire, du bas carbone. Mais on s'est implanté sur un ancien site industriel chimique qui existe D'accord. toujours aujourd'hui, mais qui avait des entrepôts et des hangars disponibles qu'on a réindustrialisé. Alors c'est plus facile à dire, maintenant c'est un peu plus à la C'est mode. plus à la mode. Ça l'était un tout petit peu en 2017, mais effectivement, on avait trouvé cette opportunité qui est incroyable et qui nous a permis d'avoir des hangars aujourd'hui et un outil industriel qu'on aurait eu beaucoup de mal à construire si on était parti de zéro. Lucas, comment ça s'est passé pour vous? Nous, en fait, on a fait, donc on est venu du centre de la France pour venir s'installer à Lyon. Ah, Et déjà, ouais, mais on a eu de la chance. On a été hyper bien accompagnés, notamment par la DERLI qui dépend de la CCI de Lyon qui nous reçoit aujourd'hui. Et puis aussi, je pense qu'on a eu de la chance. Compte tenu du contexte, on est arrivé ici en juin 2020, donc entre deux confinements. Donc je sais pas, peut-être que le bâtiment dans lequel on est aujourd'hui depuis plus de 3 ans, il était vacant. Peut-être qu'on n'était pas beaucoup à vouloir voilà, déménager entre 2 confinements. Peut-être que les industriels prenaient le temps de voir un petit peu ce qui allait se passer s'ils devaient déménager dans des locaux plus grands ou plus petits. Et donc voilà, on était une très jeune société. Et on a emménagé dans une usine qui pour nous était je veux dire, le loyer de notre usine, c'était quasiment notre chiffre d'affaires. Donc, c'était un gros pari qu'on a pris en 2020. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et on n'a pas eu tant de mal à trouver. tous les deux, vous avez bénéficié d'accompagnement quand vous vous êtes lancés. Vous avez trouvé à la fois les financements, les aides administratives nécessaires. Charlie? Alors nous, je considère qu'on a eu de la chance. Il y a un vrai écosystème en Rhône-Alpin, si on y revient, et lyonnais autour de l'accompagnement de sociétés comme les nôtres. Donc, on a peut-être eu de la chance, mais en tout cas, nous, on a été très bien accompagnés, très bien intégrés. Je veux dire, depuis les labos de recherche, en passant par le transfert technologique, et puis après l'implantation industrielle grâce à la métropole de Lyon, nos partenaires, au pôle de compétitivité, à l'industriel qui nous accompagne. Donc d'un point de vue technologique et industriel, on a été vraiment hyper bien accompagnés. Et d'un point de vue du support public, financier, avec la BPI, l'ADEME, etc., c'est vrai qu'on a eu la chance d'être dans une voie un peu royale. Et effectivement, l'un et l'autre nous ont permis, je pense, après d'aller convaincre des financiers de monter à bord. Et ça vous donne quoi, l'appui de fonds d'investissement ensuite, concrètement, opérationnellement, ça vous a apporté quoi? Alors, je crois enfin, nous, on a 2 grands sujets. Il y a un sujet financier, bien sûr, qui est de dire que l'industrie, à un moment donné, ça coûte, il faut investir. Et donc, pour être crédible et pour pouvoir déployer en industrie, il faut des moyens. Et donc, on a besoin de capitaux, tout simplement. Donc, ça, c'est bête de le rappeler, mais c'est quand même indispensable. Et puis après, nous, partant de zéro, d'un point de vue industriel, financier, business, je pense que c'est indispensable d'être bien accompagné. Alors, il y a tout un écosystème, mais on a besoin d'une vision stratégique. Et nous,
les investisseurs qui sont à notre comité stratégique, on s'appelle très régulièrement pour discuter d'options, de discussions, de développement d'entreprise. Donc ça, c'est un point majeur et ça donne un miroir, c'est-à-dire à l'équipe de direction pour essayer de faire le moins d'erreurs possible. C'est un peu le sparring partner finalement. Ouais, exactement. Lucas, même question, comment est-ce que vous avez trouvé l'accompagnement nécessaire et si vous êtes accompagné par un ou des fonds, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Nous, on a été accompagnés par un fonds relativement tard, on va dire, dans notre développement, puisqu'ils sont arrivés au bout de 4 ans. Donc, on est accompagné par 2 fonds, le fonds Raise Impact, qui est donc un fonds Impact qui est rentré à notre capital il y a un peu plus d'1 an, et également le fonds La Financière Arbevel, mais qui lui est un fonds de dette, mais c'est également un fonds Impact. Et ces 2 fonds, je pense que ce qu'ils nous ont apporté, évidemment, c'est une capacité à investir, puisqu'on est sur on est des industriels et on a des besoins notamment en BFR pour nos stocks. C'est indéniable, mais également en termes de connexion. En fait, nous, on a la chance d'avoir une équipe d'investissement qui est ultra présente, qui est là avec nous depuis. Surtout, je veux dire, dans les bons et dans les mauvais moments, parce qu'il y a des moments qui sont difficiles. Et ça fait du bien de pouvoir en parler avec un investisseur qui a une vision plus globale, qui a plus d'expérience, qui a une vision plus 360 aussi du marché, de ce qui se passe ailleurs, notamment chez nos confrères. Donc, au-delà du financier, je pense que c'est réellement cet accompagnement, plus les portes qu'ils ont pu nous ouvrir. Voilà, c'est un fonds parisien. On sait que notamment sur la partie média presse, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Ça nous permet d'avoir des bonnes relations. Je vais vous dire le contraire. Et ça nous permet de nous ouvrir des portes, de rencontrer des gens qu'on n'a pas forcément l'occasion de rencontrer quand on est, j'ai envie de dire, au four et au moulin dans notre usine à produire des vélos. On n'a pas forcément le temps en fait d'aller rencontrer des gens qui, pour autant, sont hyper intéressants et nous ouvrent des perspectives sur comment faire autrement, comment faire différemment. Donc voilà, je pense que c'est ces 3 choses qui nous ont apporté principalement. Bertrand Rimbaud, ça doit vous faire plaisir ce genre de témoignage. Je dirige un groupe qui s'appelle Ciparex et qui est actionnaire d'Eltalis, donc je suis très heureux à travers notre ligne de métier qui s'appelle Tilt dans la transition énergétique. Non, mais si je reprends la profession, ce qui est intéressant et ce qui fait le lien d'ailleurs avec une question que vous avez posée tout à l'heure, nous aussi, on s'adapte. Notre métier, c'est de s'adapter et d'avoir, on offre des moyens de financement et puis on essaye de répondre au mieux à une demande. Et je donne juste un dernier chiffre. Dans les clean tech, en 2023, notre profession a investi plus de 4 milliards d'euros, alors qu'on investit chaque année 20 milliards dans le capital investissement France. Oui, c'est significatif. Donc, c'est très significatif. Et ça n'existait pas il y a quelques années. Alors, on peut dire, oula, attention, il y a des effets de mode. Oui, on peut dire ça, bien sûr, mais il y a aussi des effets de fond. D'évolution. Donc, on s'adapte à ça, comme on est très présent dans le digital, voilà, par rapport à l'IA et tout ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Donc, voilà, donc on a un acteur qui se positionne en face des besoins d'une économie, de ses dirigeants. Et je pense surtout qu'on a une profession qui évolue et ça a été évoqué précédemment. Bon, il y a l'aspect financier, ça reste, évidemment, c'est le point d'entrée. Mais après, je crois que notre métier, qui a 40 ans d'expérience, voilà, il ne gère pas à leur place, il ne sait pas faire. Et par contre, il a vu plein de choses. Il aide à l'opérationnel, il permet d'ouvrir un peu les chakras, d'ouvrir des portes, de faire des supports très concrets sur un certain nombre de thématiques qui sont propres à chacune des entreprises. Je pourrais citer les croissances externes, par exemple. Et ça, je trouve que nous aussi, on est des entrepreneurs, en fait, de la finance. Oui, c'est des entrepreneurs d'autre chose. Et c'est le mariage des deux qui est hyper intéressant. Voilà. Et je crois que ce métier évolue énormément et devient de plus en plus opérationnel en essayant de choisir les bons dirigeants, ce qu'on a devant nous aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les 3. Bertrand Rimbaud, président de France Invest, Lucas Chevalier, cofondateur d'Eovolt et Charlie Germain, président fondateur de Deltalis. Merci d'avoir été avec nous pour cette première étape de Smart Industry. Ce programme vous a été présenté par France Invest. 40 ans d'engagement avec les entrepreneurs pour une économie durable.